Aujourd'hui, on va remonter le temps pour décortiquer l'une des inventions humaines les plus puissantes et aussi les plus volatiles, la bourse. C'est une aventure de 1000 ans qui nous emmène des marchés du Moyen-Âge jusqu'aux algorithmes du futur. Allez, c'est parti. Ça peut paraître un peu étrange dit comme ça, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est la pure vérité. L'idée de s'échanger des parts d'une entreprise, elle n'est pas née dans les gratte-ciels de New York, mais dans des contextes beaucoup plus anciens. C'est la grande question. Comment une idée aussi simple que le partage des risques et des profits a-t-elle pu évoluer pour devenir, en quelque sorte, le système nerveux de toute l'économie mondiale? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors commençons par le commencement. Bien avant les ordinateurs, les toutes premières fondations de la finance moderne étaient déjà en train d'être posées par des marchands plutôt ingénieux. Ce qui est fascinant, c'est de voir que ces innovations sont nées de problèmes très concrets. Prenez Venise. Financer un navire, c'était bien trop risqué pour une seule personne. La solution? La Societas Maris. On divise le risque en plusieurs parts. Logique. Puis à Toulouse, on franchit une étape cruciale avec les UCHO. Qu'est-ce que c'est? Des certificats en papier, tout simplement, qui représentaient une part de propriété dans des moulins et qui surtout pouvaient être achetés et vendus librement. C'est l'acte de naissance de l'action telle qu'on la connaît. Et enfin Bruges, où le mot même de bourse apparaît, tout ça parce que les marchands avaient l'habitude de se retrouver dans l'auberge de la famille Van der Beurs. Et voilà, le concept, le produit et le lieu. Les trois piliers étaient en place. On avance un peu dans le temps pour arriver au moment charnière où toutes ces idées un peu informelles se transforment en une véritable institution. Direction les Pays-Bas au XVIIe siècle. Et là, c'est le vrai tournant. La VOC, ce n'est pas juste une grosse entreprise de plus. C'est la concrétisation d'une idée absolument révolutionnaire. On peut prendre le risque et les profits d'une aventure commerciale immense, les découper en des milliers de petits morceaux, les actions, et les vendre au grand public. Pour la toute première fois, le capital n'est plus seulement l'affaire de quelques riches marchands, mais potentiellement de tout le monde, sur un marché officiel. Le capitalisme moderne, ouvert et public, venait de voir le jour. Et quasi immédiatement, cette nouvelle invention géniale a montré son côté obscur. L'enthousiasme s'est vite transformé en frénésie et la spéculation a fait une entrée fracassante sur la scène de l'histoire. Ah, la fameuse crise des tulipes. Le prix de simples bulbes de fleurs a atteint des sommets complètement délirants, avant bien sûr de s'effondrer. C'est la toute première bulle spéculative de l'histoire. Et elle a mis en place un modèle de comportement humain face au marché qui, on doit bien l'avouer, se répète encore et encore aujourd'hui. Évidemment, le succès du modèle d'Amsterdam ne passe pas inaperçu. Londres et Paris, les autres grandes puissances économiques de l'époque, se sont empressés de créer leur propre marché organisé. Ça commence dans un café à Londres, puis ça devient un bâtiment officiel à Paris. La bourse est en train de devenir une institution centrale du capitalisme européen. On arrive maintenant au XIXe siècle. Et là, la bourse change complètement des dimensions. Elle ne sert plus seulement à financer le commerce lointain, elle devient carrément le carburant de la révolution industrielle. Le point clé ici, c'est l'échelle. Pensez-y. Pour construire des milliers de kilomètres de voies ferrées ou pour creuser des mines gigantesques, il fallait des sommes d'argent colossales. La bourse était en fait le seul mécanisme capable de rassembler l'épargne de millions de personnes pour financer ces projets titanesques qui ont littéralement façonné le monde dans lequel on vit. Et déjà à cette époque, la technologie commence à transformer les marchés. Avec le télégraphe, une info financière peut traverser l'Atlantique en quelques minutes au lieu de plusieurs semaines. Puis le téléphone permet des échanges en direct. Le rythme du marché commence à s'accélérer de manière spectaculaire. Et voilà, on retrouve notre refrain habituel. Cette croissance explosive, souvent alimentée par la spéculation, a forcément mené à des excès. Et finalement, à la crise la plus célèbre de toute l'histoire financière. 1929, le crash de Wall Street. Un choc tellement puissant qu'il a plongé le monde entier dans la Grande Dépression et il a redéfini pour toujours la relation entre l'État et les marchés financiers. Et voici la conséquence directe de ce chaos. La création de la SEC aux États-Unis marque un vrai tournant. C'est l'aveu qu'un marché laissé à lui-même est tout simplement trop dangereux. L'ère de la régulation financière venait de commencer. Allez, on fait un bond en avant vers notre époque. Après la crise de 29 et l'arrivée de la régulation, les marchés ont financé la reconstruction d'après-guerre, puis une croissance incroyable. Mais la plus grande révolution de toutes était silencieuse, et elle n'avait rien d'industriel. Elle était numérique. Une révolution qui allait faire disparaître le monde très physique et très bruyant de la bourse traditionnelle. Cette transition est parfaitement incarnée par ce qui s'est passé à Paris en 1986. On est passé de la criée, vous savez, ces images de films avec les courtiers qui hurlent des ordres sur le parquet, à la CAC, un système entièrement électronique. Les cris se sont tus, remplacés par le silence des serveurs informatiques. C'était vraiment la fin d'un monde. Après la dématérialisation, c'est l'heure de la démocratisation. Avec l'arrivée d'Internet dans les années 90, le grand public a soudainement pu accéder au marché, directement depuis un ordinateur personnel. La bourse n'était plus réservée aux professionnels, elle s'invitait dans les foyers.
Et dans ce monde de plus en plus globalisé et connecté, les indices comme le CAC 40 ou le Dow Jones sont devenus de véritables symboles. Ce ne sont plus de simples indicateurs de performance boursière, ils sont perçus comme le pouls de l'économie mondiale, commentés chaque soir au journal de 20h. Finissons ce voyage en regardant ce qui se passe sous nos yeux et ce qui nous attend. Parce que, bien sûr, la bourse continue d'évoluer à une vitesse absolument vertigineuse. Des millions, c'est le nombre de transactions que les algorithmes de trading à haute fréquence peuvent exécuter en une seule seconde. On est passé d'échanges qui prenaient des mois par bateau à quelques minutes par télégraphe pour en arriver aujourd'hui à des opérations qui se déroulent littéralement plus vite qu'une pensée humaine. L'accélération est totale. Alors, qu'est-ce qui se profile à l'horizon? On peut voir 3 grandes forces qui redéfinissent tout. D'abord, la finance décentralisée, avec les crypto-monnaies qui posent la question de l'utilité même des banques et des bourses traditionnelles. Ensuite, l'intelligence artificielle, qui ne fait plus qu'aider les humains, mais qui prend elle-même des décisions d'investissement en quelques nanosecondes. Et enfin, une prise de conscience globale, la finance verte, qui cherche à diriger les capitaux non plus seulement vers le profit à tout prix, mais vers la résolution des grands défis écologiques. Et voilà comment on peut résumer ce voyage de 1000 ans. On est passé d'un accord basé sur la confiance entre 2 personnes à un réseau mondial où des milliards de dollars circulent en quelques millisecondes, entièrement piloté par du code informatique. Et la question qui reste, c'est celle-ci. La bourse a toujours été un miroir des besoins et des technologies de son époque. Après avoir financé le commerce, puis l'industrie, puis l'information, quelle sera sa prochaine grande mission? La réponse est en train de s'écrire maintenant.